Bakary Samb, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que les djihadistes du JNIM sont dans une stratégie d'encerclement de Bamako? Oui, on le voit parce que le JNIM est dans une logique d'augmentation exponentielle des attaques violentes dans la région de Kayes, qui n'est pas n'importe quelle région, qui est la région qui relie Bamako au Sénégal avec les routes d'approvisionnement le reliant au port de Dakar, qui est crucial dans l'économie et dans l'approvisionnement de Bamako et du Mali de manière générale. Et le JNIM a multiplié par 7 ses actions violentes entre 2021 et 2024 dans la région de Kayes, en ciblant les forces de sécurité, en s'attaquant aux convois sur les actes routiers vers Bamako et aussi aujourd'hui des attaques qui se multiplient aux environs de Bamako, sans oublier ce qui s'est passé en 2022 avec l'attaque spectaculaire dans le quart de Kati. Et bien sûr, en septembre 2024, l'attaque sur l'aéroport de Bamako. Oui, absolument. Il y a une forme de présence logistique sur les points de ravitaillement près des frontières et beaucoup de témoignages par rapport à des études que nous avons menées récemment dans ce rapport nous disent qu'on identifie des points de ravitaillement du JNIM, notamment dans la région de Kayes, proche des frontières sénégalaises et mauritaniennes, des bases logistiques qui chercheraient véritablement à entraver la libre circulation, en tout cas la circulation des convois, mais aussi l'approvisionnement de Bamako. C'est-à-dire la stratégie du JNIM est d'éviter de prendre une ville ou bien de s'y installer durablement en apprenant des leçons de l'Afghanistan et même du nord du Mali, parce que la tenue d'une ville exige un mode de gouvernance qui demande à ce qu'on satisfasse les besoins quotidiens des populations. Donc le JNIM se met dans une autre logique qui est un ciblage stratégique, une présence logistique et l'installation de points de ravitaillement près des frontières, mais surtout sur les axes menant vers Bamako. Y a-t-il eu depuis le début de l'année des attaques ou des embuscades meurtrières contre l'armée malienne dans la région de Kayes, dans l'ouest du Mali? Il y a eu beaucoup d'escarmouches, ça et là, mais l'une des attaques les plus remarquées a été celle de Melgué, qui est à 35 km des frontières sénégalaises et de la ville de Bakel, le 8 février dernier, avec 3 morts, ce qui montre que le JNIM s'installe de plus en plus et, en plus du contrôle des axes routiers, essaye de désorganiser l'approvisionnement de Bamako, notamment dans des localités qui mènent sur cet axe de Kayes, comme Kaladjango, Moussafa et dans la forêt de Baoulé. Et le JNIM a revendiqué, comme vous le savez, récemment, l'enlèvement du calife Thierno Adital en décembre 2024 à Nioro du Sahel, ce qui montre une volonté d'imposer aujourd'hui son autorité idéologique et de délégitimer non seulement les autorités politiques, mais aussi les chefs traditionnels. Alors vous parlez de l'enlèvement au mois de décembre dernier de ce chef religieux soufi de l'ouest du Mali, le calife Thierno Adital, qui a donc été kidnappé par les djihadistes du JNIM. Mais est-ce que ce rapt ne risque pas de soulever la population contre ces djihadistes? Jusqu'à présent, la stratégie du JNIM était de s'allier avec les populations locales pour trouver des couveuses locales. Aujourd'hui, l'enlèvement revendiqué par le JNIM du calife Thierno Adital à Nioro du Sahel montre quand même une volonté maintenant d'imposer l'autorité idéologique et de délégitimer les chefs religieux traditionnels. Mais l'enlèvement de ce cheikh Adital fait suite à des déclarations de ce cheikh condamnant l'utilisation de la violence au nom de l'islam. Et je crois que le JNIM, sur ce coup, voulait régler un problème ponctuel, mais le JNIM est toujours quand même dans la stratégie générale de créer des alliances avec les populations locales pour faciliter son installation sur un plan logistique. Mais quand on enlève un chef religieux de l'importance de ce calife, cela doit choquer les populations, non? Oui, en principe, oui. Mais il faut remarquer que la zone où le cheikh Thierno Adital a été enlevé n'est pas sa zone d'influence. On est là dans la zone d'influence de Bouillé, qui est le shérif de Nioro, alors que les Tal ont une certaine influence dans le centre du Mali, mais influence moindre par rapport à celle qu'ils ont, par exemple, au Sénégal avec la Tijania omarienne. Et vous dites que l'objectif, c'est de délégitimer, c'est ça? Oui, l'objectif du JNIM, c'est surtout de délégitimer les leaders religieux traditionnels, ce qui est un signal de sa stratégie d'influence socio-religieuse que le JNIM cherche à accroître vers la frontière sénégalaise et certaines parties de la Mauritanie pour s'attaquer à un point de résilience assez important qui était jusqu'ici les confréries soufis, afin de les délégitimer pour les attirer de plus en plus vers l'idéologie salafiste, matrice idéologique de son combat. Alors pour mener des attaques ou pour tendre des embuscades, les djihadistes du JNIM ont besoin d'argent. Comment se financent-ils dans l'ouest du Mali? Dans l'ouest du Mali, il y a une forme d'infiltration économique du JNIM où le JNIM renforce son contrôle sur les secteurs économiques illicites, vol de bétail, trafic de bois, contrebande d'armes et de drogue pour financer différentes opérations. Le JNIM est aussi en train d'approfondir ses réseaux transfrontaliers impliquant des commerçants et intermédiaires en Mauritanie comme au Sénégal, notamment via les zones poreuses comme la rivière de la Falémé. La rivière qui fait frontière entre le Mali et le Sénégal. La rivière de la
Falémé qui fait frontière. Et justement là, le JNIM essaye d'établir des bases logistiques permanentes dans ces frontières, notamment vers Djoumara, dans la forêt du Baoulé, pour faciliter le ravitaillement et le transport de ressources vers la Mauritanie et le Sénégal. Et ces bases servent également de point de recrutement et de formation pour des combattants potentiels, y compris parmi les communautés transfrontalières. Dans votre rapport, Bakary Samb, vous vous intéressez aussi aux tentatives d'infiltration des djihadistes du JNIM dans l'est du Sénégal, notamment autour de Bakel. Mais là, ils s'opposent aux chefs religieux et à leur puissante confrérie. Est-ce que les djihadistes ne se heurtent pas dans ce cas à un mur religieux infranchissable? Justement, dans cette région de l'est du Sénégal, le principal élément de résilience idéologique, à savoir la présence des confréries soufis, est moindre. La spécificité socio-religieuse de l'est du Sénégal est que les confréries soufis, comme la Tijaniya et la Mouridia, qui sont considérées comme le principal élément de résilience idéologique par rapport à l'extrémisme, ne sont pas assez présentes dans cette zone. Cette zone est dominée par la présence d'un islam salafiste, de plus en plus renforcé par des réseaux de la migration avec des populations qui sont parties en Europe et qui ont eu des contacts avec les milieux salafistes et qui construisent justement des mosquées salafistes pour contrecarrer l'islam traditionnel et délégitimer les chefs religieux locaux par rapport justement à leur position peu claire sur l'esclavage par ascendance dans la région de Bakel précisément. Et est-ce qu'au Sénégal, les djihadistes du JNIM essayent de jouer les castes dites inférieures contre les castes dites supérieures? Il est clair que le JNIM intensifie des efforts de recrutement en ciblant des jeunes marginalisés et des communautés affectées par le système de caste ou l'esclavage par ascendance. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui est né pour lutter contre cela, le mouvement Gambana. Le JNIM exploite ces tensions socioculturelles comme les conflits pastoraux à Khosanto et s'appuie sur des prédicateurs salafistes locaux pour diffuser son idéologie. Il est clair que le JNIM, à travers cette révolte de certaines castes dites inférieures qui se réfugient dans le salafisme, qu'ils considèrent comme une théologie de libération par rapport à l'islam traditionnel, qui n'a pas assez produit de narratif pour défendre l'égalité, les éléments du JNIM pourraient, à moyen ou long terme, s'appuyer sur cet élément-là pour se présenter comme des protecteurs des communautés, mais aussi comme une forme de théologie de libération basée sur le salafisme, contrairement à l'islam traditionnel qui n'a pas été assez incisive dans sa condamnation du système de caste et de l'esclavage par ascendance. Mais pour autant, il n'y a pas d'attaque des djihadistes du JNIM sur le territoire sénégalais. Il est clair qu'il n'y a pas d'attaque aujourd'hui sur le territoire sénégalais, mais comme on le sait, l'attaque, quelquefois, n'est que l'étape finale d'un long processus qui commence d'abord par l'infiltration économique, ce qui est le cas aujourd'hui, qui évolue par les tentatives de recrutement telles qu'on voit la circulation de prédicateurs autour de la Falémé, et l'attaque finalement n'est que l'étape ultime. Et je pense que c'est là où il faut agir dès maintenant, justement avant qu'il y ait ces attaques. Alors vous rappelez cette petite phrase du Premier ministre Ousmane Sonko, c'était lors de la campagne des législatives en novembre dernier. Il disait « Vous connaissez la situation dans la sous-région. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'Est du Sénégal. Quelle est à vos yeux la stratégie que doit adopter l'État sénégalais pour faire face à la menace djihadiste? Je pense que l'État sénégalais devrait renforcer davantage la présence des forces de sécurité dans les régions frontalières, en construisant davantage de bases autour de la rivière de Falémé, mais aussi en parlant aux populations, parce qu'on se rend compte que les populations ne sont pas conscientes de la présence de la menace. Il faudrait aussi, naturellement, renforcer la coopération transfrontalière avec le Mali et la Mauritanie, ce qui est entamé avec les visites récentes des élites militaires sénégalaises intermalienne, mais aussi je crois que le gouvernement ne doit pas oublier les campagnes de sensibilisation auprès des chefs communautaires parce que justement cette jeunesse sénégalaise qui développe une forme de résilience par rapport aux groupes extrémistes est toujours dans cette double quête, la quête de sens que pourraient remplir les confréries soufis, mais il y a la quête de